Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. J'ai un besoin désespéré d'argent. On s'en tire convenablement, Marcia et moi, vivant au jour le jour de ce que je gagne sur le chantier de construction depuis que j'ai été libéré sur parole. Mais d'ici un mois, nous aurons une autre bouche à nourrir. Le vendredi, jour de la paye, on se sent plein aux as. Mais dès le jeudi, on est fauché comme les blés. Les ouvriers non spécialisés, ex-taulards de surcroît, ne gagnent pas des 1000 et des 100, vous savez. C'est pourquoi j'ai préparé le coup de la banque. Marcia, moi et le bébé, on disparaîtra ensuite dans un coin reculé du monde où personne n'aura jamais l'idée de venir nous chercher. Et le bébé pourra grandir tranquillement, en ayant tout ce qu'il lui faut, sans se douter que son paternel a purgé 7 ans de prison. Il me reste juste assez d'argent pour un paquet de chips, un pain et un peu de viande froide, me dit Marcia, ce jeudi-là. Il pleut. Je travaille pas les jours où il pleut. Mais aujourd'hui, remarquez, ça m'arrange. Sinon, j'aurais dû me faire porter malade pour pouvoir assurer le rendez-vous que j'ai pris pour 2 heures avec Duck et son copain Jack. J'ai plus un sou, que je réponds à Marcia. Je mens. Parce que il me reste un billet de $5, mais j'en aurai besoin tout à l'heure. Et puis, on n'a pas besoin de tout raconter aux femmes. Elle fronce les sourcils. Pourtant, Johnny, d'après mes calculs, il devrait nous rester encore $5 cette semaine. Eh ben, tu t'es trompé, ma chérie. Tant pis, je me contenterai d'un sandwich. On se rattrapera demain avec 2 steaks saignants. Allez, va vite faire les courses. Je commence à avoir faim. Elle proteste un peu pour le principe. Elle voudrait bien m'envoyer à sa place faire les courses, mais moi, c'est pas mon truc, les courses. Et puis, j'ai autre chose à faire pour l'instant. Je suis même pressé de l'avoir filée, alors je la pousse vers la porte. À peine 5 minutes après son départ, j'enfile mon impair et je descends à mon tour les marches à l'arrière de l'immeuble. Notre vieille bagnole tousse et crachote, mais consent à démarrer. Je la changerai bientôt pour une décapotable blanche. Le problème, bien sûr, ce sera d'expliquer à Marcia comment j'ai pu me la payer. Elle manquera pas de s'étonner de notre soudaine richesse. Ça risque même de faire une sérieuse crise dans notre vie. Il y a maintenant 18 mois que je me tiens tranquille. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour qu'elle accepte d'habiter avec moi. Mais il faudra bien qu'elle comprenne, hein? Notre bébé a le droit d'être élevé comme il faut, lui aussi. Et évidemment, j'avais promis de plus faire de bêtises. Mais la prochaine fois, je la tiendrai, ma promesse. C'est promis. Je retrouve Duck et son copain Jack au bar de la Grand-Rue comme prévu. Nous avons, Duck et moi, partagé une cellule pendant 5 ans, des 7 ans que j'ai passés en prison. Il a été relâché sur parole 3 mois avant moi et j'ai repris contact avec lui à peine 15 jours après ma sortie. Duck vit de petits cambriolages, style station-service, magasin de spiritueux, de temps en temps un supermarché. Duck n'est pas taillé pour monter un grand coup, mais grâce à ses petites affaires, il m'a aidé à survivre à ma sortie de prison. Libéré sur parole, je devais me tenir à carreau. Enfin, grâce à lui, j'ai pu mûrir le grand projet qui nous permettra de toucher le paquet et de vivre à l'aise jusqu'à la fin de nos jours. J'aurais plus vite fignolé mon chef-d'œuvre si j'avais pas entre-temps rencontré Marcia, mais maintenant je suis prêt. Je suis prêt. Il n'y a plus qu'à agir.
J'ai convoqué Duck avec son copain aujourd'hui pour peaufiner les détails. Ils sont assis l'un en face de l'autre dans ce bar crasseux, chacun devant une bière. Je m'installe avec eux et je commande une tournée en exhibant mon dernier billet de 5 $ réservé à cet effet. Dans les affaires, il faut savoir investir pour inspirer confiance. Le copain, Jack, hoche la tête et demeure silencieux. Il doit avoir dans les 25 ans. Il me paraît un peu modeste, mais tout de même propre et en bonne santé. J'aime bien la façon dont il m'évalue tandis que je l'inspecte. Ça m'apprend quelque chose sur lui. C'est pas un fonceur, mais un type qui fait attention, en tout cas, qui regarde où il met les pieds, et je trouve ça rassurant. Je sais en outre qu'il n'a jamais été arrêté. J'espère qu'il sera capable de tenir Duck en laisse pour le coup de la banque. Alors, je déballe tout. J'explique le coup en long, en large et en travers. Non pas que mon plan soit tellement compliqué, mais ce sont les détails qui font la différence entre la prison et la belle vie. J'ai foncé une fois sans prendre le temps de polir les bords et j'ai chopé 7 ans. Quand je termine, je vois Duck qui est emballé, tandis que Jack hoche pensivement la tête. Je commande une nouvelle tournée et Jack me dit enfin « Ça me paraît au poil, bien que je sois pas très chaud à l'idée d'être le gardien des femmes à la maison. J'aimerais mieux partir avec le fric. » Nous commençons à discuter. Heureusement, au bout d'un moment, Duck se lève pour aller jouer au flipper, ce qui me permet d'expliquer à Jack qu'il est le seul sur lequel je puisse compter, car Duck sera toujours tenté de faire passer le plaisir avant les affaires. Tu comprends, mon petit Jack, si on l'a pincé la dernière fois, c'est parce qu'il s'était arrêté pour violer une femme. Mais peut-être que tu le sais. Non, je savais pas, me répond Jack qui continue à fumer paisiblement. Bien, alors nous allons quitter la maison à 8h20 exactement demain matin. Environ 40 minutes pour arriver en voiture à la banque, ce qui nous met à l'intérieur à 9h. C'est à ce moment-là que la pendule ouvre le coffre. Nous serons sortis de la banque et sur la route à 9h20. Plus tôt, si possible. Toi, tu partiras au même moment et tu viendras nous rejoindre à l'usine d'épandage. C'est là que nous partagerons. Et ensuite, chacun pour soi. Régulier ? Régulier. J'en suis, me dit Jack. Le plan de Johnny paraît bien au point, même si on n'en comprend pas encore tous les détails. Mais réussira-t-il ? Vous le saurez dans quelques instants. Johnny, qui vient de purger 7 ans de prison, vient de s'allier avec 2 copains pour dévaliser une banque. La femme de Johnny, Marcia, est enceinte. Johnny veut se procurer les moyens d'élever dignement leur enfant. Voici donc maintenant les 3 compères à pied d'œuvre. J'embrasse Marcia et je quitte l'appartement à 5h30 précise ce vendredi matin, comme si j'allais travailler normalement. Je descends par l'escalier de derrière, soulagé que Marcia, bien qu'encore distante, soit de meilleure humeur ce matin. Évidemment, elle était dans tous ses états quand je suis rentré hier après-midi. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais sorti sans la prévenir. J'ai eu beau lui dire que j'ai eu brusquement envie de faire un tour sous la pluie, elle ne me croyait pas. À vrai dire, si elle m'avait servi ce genre d'explication, je l'aurais pas cru non plus. Mais comme elle n'est pas rancunière, elle m'a déjà à moitié pardonné. Je pêche au passage le calibre 38 que je garde caché dans ma voiture depuis déjà plusieurs mois. Et après m'être garé sur le parking de la gare, je me poste sur le trottoir. À l'heure dite, Doug s'amène dans une Ford volée. Je saute à côté de lui et nous fonçons vers l'agglomération. Je vérifie d'un coup d'œil par la vitre arrière que Jack nous suit. Lui, il a volé une Dodge. Nous arrivons parfaitement dans les temps chez les Bronson. Je sonne,
La bonne ouvre la porte. Elle se laisse bâillonner et ligoter sans offrir la moindre résistance. Idem pour ses patrons qui sont encore au lit. Le vieux essaie bien de se débattre, mais se calme dès qu'il sent le museau du 45 de Duck contre sa tempe. Figée, la vieille reste muette. J'ordonne au mari de s'habiller comme pour aller à la banque et je lui dis, à elle, d'enfiler sa robe de chambre. Puis tout le monde descend au salon. Il n'y a plus qu'à attendre. Jack nous prépare un bon café. Discrètement, je m'éclipse un instant pour me rendre dans le bureau d'où je téléphone sans qu'on puisse m'entendre à mon chef de chantier. « Sam, ici Johnny. J'ai la crève. Je suis complètement enroué. Je viendrai pas aujourd'hui, d'accord ?»« Ça n'a pas l'air d'aller, fiston. Soigne-toi pour être en forme lundi. T'inquiète pas, je mettrai ton chèque de côté. » À l'heure prévue, Duck et moi partons avec le vieux Bronson pour la banque. Nous sommes devant la porte d'entrée, juste au moment de l'ouverture. Mon 38 pointé sur la nuque du vieux, j'annonce aux employés « Si les flics arrivent, cet homme est mort et sa femme aussi. Un homme à nous la garde prisonnière chez elle. » Bien évidemment, personne ne bouge. Même les 3 vigiles groupés sur ma gauche restent parfaitement immobiles. La porte du coffre, une fois ouverte, nous obligeons tout le monde à s'allonger par terre, à plat ventre, les bras tendus devant la tête. Duck reste debout au-dessus d'eux, son 45 à la main. À chaque fois que quelqu'un entre, il lui indique avec son arme de s'aplatir aussi. Quant à moi, j'entasse dans le sac à linge sale dont j'ai pensé à me munir tous les billets contenus dans le coffre. La petite monnaie ne m'intéresse pas. Enfin, quand je suis prêt à ressortir, je fais ma seconde annonce. « Monsieur Bronson reste ici, mais Madame Bronson est encore notre prisonnière, pour une bonne heure au moins. Si vous souhaitez la revoir vivante, je ne vous conseille pas d'entreprendre quoi que ce soit contre nous d'ici là. » Et je file avec l'argent et Duck. « On a gagné le cocotier !» hurle-t-il, tout en pilotant la Ford d'une main experte. Tandis que nous nous éloignons de l'agglomération, je surveille malgré tout nos arrières, qui me paraissent assez dégagés. Pas la moindre voiture de police. Je crois que c'est bon, petit vieux, mais pas trop de vitesse, hein, c'est pas le moment de se faire repérer. Et ne rate surtout pas la sortie. Je sais où je vais, proteste Duck. J'ai fait ce parcours 2 fois la nuit dernière. Dis, Johnny, à ton avis, combien d'argent avons-nous ramassé? 30 000 $ peut-être, ou 40 000? Ah, j'aurais cru davantage. Mais écoute, il y a peut-être plus, mais je me suis pas arrêté pour les compter. Attention, c'est bientôt la sortie. À ton avis, Johnny, combien de temps Jack mettra-t-il à nous rejoindre? Je sais pas, 10 minutes au plus, il va pas tarder, va. Quelques instants plus tard, on est en pleine campagne. Je dis à Duck de se dépêcher. Allez, allez, si quelqu'un nous voit traîner par ici, ça peut lui sembler curieux. Il risque de se demander pourquoi nous allons vers la vieille usine. Les bâtiments désaffectés nous attendent au bout de la route goudronnée. Jadis, il y avait bien une porte en fer, mais les vandales s'en sont occupés. Duck engage la voiture à l'intérieur, arrête le moteur et descend. Nous sommes dans la pénombre. Je regarde les toiles d'araignée en reniflant l'odeur d'humidité. Un mouvement au coin de mon œil m'alerte. Duck a tiré le 45 de sa ceinture et pointe le canon vers moi. Je fais feu avec le 38 sans réfléchir. Duck pousse un hurlement et tombe en arrière, en me regardant comme s'il n'y croyait pas. Du sang s'étale sur sa poitrine. Je m'agenouille au-dessus de lui. Il est mort. Ce qui ne me trouble pas. J'avais moi-même prévu de le tuer pour filer seul avec l'argent avant l'arrivée de Jack, sauf que j'envisageais de mener moi-même la danse. Mais qu'importe, le résultat est acquis. Soudain, j'entends la voiture sur la route. Je cours vers l'ouverture où je me plaque contre le mur de briques. La Dodge pilotée par Jack vient se garer derrière la Ford.
Jack n'a même pas la chance de sortir de la voiture. La vitre est baissée, je pointe le 38 et je tire avant qu'il puisse crier. Mon instinct me dit de me sauver, de mettre autant de distance que possible entre moi et ces deux cadavres. Je regarde quand même à l'intérieur de la voiture. Jack s'est écroulé sur le côté, le visage couvert de sang. J'aperçois le pistolet dans son poing crispé. Lui aussi. C'est vraiment pas une surprise. J'ouvre la portière et pousse le corps pour me glisser au volant. Je recule hors du bâtiment, puis je sors la Ford avant de rentrer à nouveau la Dodge et de jeter les clés dans les herbes. Avec mon mouchoir, je frotte tous les endroits où je peux avoir laissé mes empreintes. Enfin, je monte dans la Dodge et je m'en vais. Mais je ne respire pas à fond avant d'être loin, très loin, sur l'autoroute. De retour en ville, je trouve une place pour me garer dans la 3e rue au nord du dépôt des autobus. Je reste assis, recroquevillé à l'avant de la Ford, pour l'essuyer aussi bien que possible, sans attirer l'attention. Cette fois, je ne suis pas absolument certain d'avoir essuyé toutes mes empreintes, mais je ne peux pas rester dans la voiture plus longtemps. Je sors avec le linge sale rempli de billets et m'éloigne de la Ford d'un pas vif, pour rejoindre ma propre voiture. Pendant un long moment, je roule sans but, essayant de mettre au point la suite des opérations. Je suis maintenant un meurtrier, même si je n'ai pas la sensation d'avoir tué quelqu'un. Le pistolet, naturellement, peut faire le lien entre moi et les deux cadavres, surtout si on le trouve en ma possession. Il faut donc que je m'en débarrasse. Soudain, l'idée jaillit. Au chantier, on est en train de construire une tour, 57 étages de bureaux en verre et en ciment. Moi, je fais partie de l'équipe des cimentiers. Il me suffira donc de couler discrètement le 38 dans ce qui deviendra le mur de l'immeuble. Je mets aussitôt mon plan à exécution en allant rejoindre les copains. Le chef m'accueille à bras ouverts, ravi que je me sente mieux. J'enterre le revolver dans du ciment frais pendant que les autres font la pause. Et c'est le cœur plus léger et ma paye en poche, comme si j'avais travaillé normalement toute la journée, que je rentre chez moi. Marsha, à présent, est d'excellente humeur, sans doute parce que j'ai pensé, sur le chemin de la maison, à m'arrêter pour acheter 2 énormes steaks. Elle ne me reproche même pas d'avoir oublié le pain. En réalité, je l'ai fait exprès, parce que, pendant qu'elle va le chercher, je descends rapidement prendre le sac à linge sale que j'avais laissé dans la voiture et je planque le magot dans le sac à poussière de notre vieil aspirateur cassé. Paisiblement installé dans notre unique fauteuil, je sirote notre dernière canette de bière quand Marsha revient. « Oh, que j'aime les vendredis !» s'exclame-t-elle, avec un rire léger en découvrant ma paye sur la table. « Le meilleur jour de la semaine, pas vrai, poupée ?» Brusquement, j'ai une envie folle de tout lui raconter, meurtre compris, et de la laisser digérer, mais je m'aperçois que je ne peux pas. Les mots se bloquent dans ma gorge. Laissons d'abord passer le week-end. J'ai sûrement eu raison, car je suis en pleine forme ce lundi matin quand je repars au boulot, au point que Marsha me dit en m'embrassant sur le seuil « Merci pour ce merveilleux week-end, Johnny. » Était-il différent des autres? Toi, tu étais différent. Si détendu, si... Je ne sais pas. Alors, toute go, je lui annonce que je vais bientôt avoir une augmentation, et tandis que je descends l'escalier, je ne pense à rien d'autre qu'à son visage ravi. Elle est si heureuse que je n'arrive même pas à avoir honte de lui avoir menti. D'ici à vendredi, je la mettrai au courant pour l'argent de la banque. Elle n'aura même pas le temps de me le reprocher. Nous serons déjà à Paris, à Rome, à Venise ou ailleurs. Les corps de Duck et Jack sont découverts dans la matinée. Un gars du chantier a entendu le flash d'information sur son transistor. Apparemment, la police ne fait pas de rapprochement entre les meurtres et le vol de la banque. Enfin, pas encore. Un violent orage nous chasse du chantier vers 2 heures. Je reviens lentement à la maison sous la pluie.
Il faut que je parle à Marchand. Il faut que nous commencions à faire nos valises, à demander nos passeports, enfin, tout ce qui est nécessaire pour partir vivre en Europe. Je connais pas très bien la marche à suivre, mais je sais qu'il est temps de lever le camp. Marchand m'accueille gaiement. « J'espère que tu es toujours d'aussi bonne humeur, » me dit-elle. « Parce que moi, aujourd'hui, je me suis drôlement lancé. » Lancé ? C'est-à-dire ? Eh bien, tiens, par exemple, j'ai donné le vieil aspirateur à réparer. Je l'ai porté tout à l'heure et l'employé m'a dit qu'il s'y attaquait tout de suite. Il y a des jours comme ça où tout marche comme sur des roulettes, où tout s'enclenche bien. Tu ne trouves pas, Johnny ? Pauvre Marchand. Ouais. Ce matin-là, tout s'enclenchait si bien qu'elle a répondu au premier coup de sonnette, ouvrant au policier. Tout s'enclenchait si bien que je n'ai même pas pu m'enfuir par derrière car l'immeuble était cerné. Pauvre Marchand. On n'est pas près de se revoir. J'en ai pris pour 30 ans. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.